Vous avez reçu le lien de cette vidéo éducative avec un lien pour passer l'évaluation de personnalité Inermetrix. Si vous n'avez pas encore rempli le questionnaire et étudié votre rapport, je vous encourage plutôt à le faire avant de regarder cette vidéo. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo n'a pas vocation à être partagée en dehors de la communauté universitaire. Je l'ai fait pour aider des étudiants, des professeurs, des responsables d'école et des alumni. Je vais aller assez vite sur un grand nombre de sujets, sinon il y en aurait pour toute la journée. Les liens seront disponibles dans la description de la vidéo et n'hésitez pas à faire pause et faire vos propres recherches sur les sujets qui vous intéressent. Pourquoi est-ce que j'ai réalisé cette vidéo? Car l'analyse Inermetrix nécessite un débriefing pour être conscientisé correctement et que je souhaite contribuer à démystifier les analyses de personnalité et continuer à creuser le sujet. Je souhaite le faire en transmettant l'expérience que j'en ai et en recueillant vos opinions et vos retours. Alors on va commencer avec les écoles de psychologie. C'est une introduction dans laquelle je vais parler de différentes personnalités qui permettent d'obtenir une grille de lecture du rapport et d'autres qui permettront directement de vous expliquer les écoles de psychologie qui ont servi à créer l'analyse. On va commencer par Simon Sinek, qui n'a rien à voir avec Inermetrix, qui est un conférencier américo-britannique né en 1973 et qui a créé la notion de cercle d'or. Le cercle d'or, c'est why, how et what, donc le pourquoi, le comment et le quoi. Et il explique comment cette vision qu'on a à la base, c'est des entreprises qui communiquent de pourquoi elles font les choses plutôt que qu'est-ce qu'elles font. Ça a révolutionné le marketing, la manière dont les leaders inspirent le passage à l'action et des tas de choses. Et c'est aussi valable pour les humains. Quand on parle de pourquoi on fait les choses, c'est beaucoup plus parlant de la personnalité réelle de la personne que de ce qu'on fait. Si je vous dis que je suis ingénieur informatique, vous n'allez pas réellement savoir qui je suis. Si je vous dis que je suis un passionné de sciences, de technologie, de psychologie, et que j'aime découvrir, que j'aime les théories, et que j'aime mettre tout ça en pratique et apporter de la valeur ajoutée, ça vous parlera plus du pourquoi je fais les choses et ça vous parlera beaucoup mieux de moi. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder ce TEDx qui, soit dit en passant, est la deuxième, je crois, TEDx la plus vue au monde avec presque 70 millions de vues et qui date pourtant de 2009. Ensuite, on va parler de Carl Jung. Voilà. Normalement, ça aurait dû être comme ça. Carl Jung, donc c'est un médecin psychiatre suisse. Dans la plupart des pays au monde, il est même plus connu que Freud. En France, c'est pas toujours le cas. Il a révolutionné la vision de la psyché humaine. Et il parle, entre autres, de ce qu'il appelle le processus d'individuation. Voilà, c'est quelque chose que je vous encourage à creuser si c'est un sujet qui peut vous intéresser. C'est un processus, on va dire, de connaissance de soi. Et il parle notamment de 4 composantes. Vous avez probablement entendu parler du moi, du surmoi, de l'inconscient de Freud. Voilà, Jung, lui, il parle du moi, de l'ego, le centre de la conscience, l'ombre, l'inconscient personnel refoulé, la persona, le masque social. Et quand on parle d'analyse de personnalité, c'est dur d'en parler sans faire référence à ce qu'est la persona. À l'époque de l'Antiquité, c'était le masque que les gens mettaient par rapport à leur profession. Et donc il y a une notion de masque social dans la persona. Et l'animal, animus, la dimension opposée au genre psychique. On ne rentre pas dans toutes ces facettes de la psychologie dans ce rapport, mais il y a un grand nombre de choses qui en sont, qui viennent de théories de Jung, notamment au niveau des fonctions cognitives. Jung a dit qu'il y avait 4 fonctions cognitives, donc 2 fonctions de perception et 2 fonctions de jugement. Dans les fonctions de perception, il y a la sensation et l'intuition. Les fonctions de jugement, il y a la pensée et le sentiment. Et Jung dit que ces 4 fonctions cognitives, on peut les exprimer de manière introvertie ou extravertie, ce qui donnerait par exemple ce type de métier, si on était vraiment qui vous donne une idée un petit peu de qu'est-ce que ça veut dire d'être une fonction de perception ou d'intuition, introverti ou extraverti. Je vais encore une fois pas rentrer dans tous les détails, mais on va retrouver dans Inermetrix la notion de
pensée et sentiments vus de manière introvertie ou extravertie, même si ce n'est pas les termes exacts qui vont être employés. Pour en finir avec les influences que j'aime bien mettre en avant de parler directement des écoles de psychologie qui ont servi au rapport, c'est Daniel Kahneman. Donc, Daniel Kahneman, c'est un psychologue économiste américo-israélien, qui n'est pas du tout économiste, mais il a quand même eu le prix Nobel d'économie pour une théorie psychologique. Donc ça peut paraître dingue, mais sur sa théorie des perspectives a obtenu le prix Nobel d'économie. Et en 2011, il a sorti un livre qui s'appelle Thinking Fast and Slow, qui a révolutionné la manière dont on comprend comment le cerveau humain fonctionne. Il a créé le concept de système 1 et système 2, dont je vais parler un petit peu et je vais en faire quelques références. Encore une fois, là, je vous invite plutôt à vous interroger sur ces sujets si vous ne les connaissez pas, parce qu'en dehors de l'analyse de personnalité inermétrique, c'est quelque chose de très intéressant et ça a impacté beaucoup de choses, notamment les intelligences artificielles d'aujourd'hui. Donc les systèmes 1, en entrant dans le détail, on va dire que grosso modo, il y a deux systèmes dans le cerveau qu'on ne peut pas utiliser en même temps. Si je vous dis 2 plus 2, vous allez tout de suite me dire 4, vous allez avoir l'image mentale du résultat, vous n'allez même pas avoir besoin d'y réfléchir, ça c'est le système 1. Le système 2, c'est si je vous dis 18 fois 36, vous allez avoir plus de mal à avoir l'image immédiate. Vous allez devoir réfléchir, faire un calcul pour obtenir le résultat. Voilà. Donc ça, c'est un peu de manière très un peu caricaturale l'évocation du système 1 et du système 2. On va dire que le système 1 il est rapide, intuitif, automatique, inconscient, basé sur les émotions, des heuristiques, prendre des décisions instantanées. Il peut être biaisé, sujet aux erreurs. Tandis que le système 2, lui, ça va être un système plus lent et réfléchi, conscient, logique, qui analyse en profondeur, qui demande un effort mental, qui permet de corriger les erreurs du système 1, mais qui est plus fatigant. Et là-dessus, je trouve qu'il y a des parallèles très intéressants à faire avec certaines choses qu'on va voir dans le rapport d'Inermetrix. Ensuite, on va parler réellement là des écoles de psychologie qui ont servi à établir le rapport Inermetrix. Et la première, c'est celle de Marston, qui a créé le profil DISC. Donc, c'est un juriste et psychologue américain. Pour la petite histoire, c'est lui qui a créé aussi Wonder Woman. Voilà. Le modèle DISC, c'est un modèle qui évalue votre comportement préféré, comportement dominant, comment vous faites les choses, comment vous agissez. Voilà. Tout ça, on va y revenir beaucoup plus dans le détail par la suite. Mais comme ça, vous savez d'où ça vient. Edward Spranger, donc lui, c'est un philosophe psychologue allemand qui a servi à créer la théorie qu'il y a derrière le Values Index. Donc, pourquoi on fait les choses. Ça mesure votre style de motivation, comment vous la gérez. Encore une fois, là, on va en parler par la suite. Et ensuite, vous avez Robert Hartman, qui est un philosophe et logicien américain, qui a été nommé pour le prix Nobel de la paix en 1973 pour ses travaux sur l'actuologie, qui a fondé l'Institut Hartman, qui est dirigé maintenant par David Mayford. Et c'est sur ses recherches et ses travaux que sont basés l'Attribute Index d'Inermetrix. Sur quoi? C'est, je crois qu'au départ, Jay Nibli, qui est le créateur d'Inermetrix, il a commencé par travailler sur l'actuologie avant même de travailler sur les autres index. Et qu'est-ce que ça fait? Ça mesure les soft skills, ça mesure un peu la manière dont on pense et on prend des décisions. Et on va y revenir ici dans l'attribute index. Tout ça donne naissance à ce qu'on appelle le profil ADV, c'est le rapport que vous avez reçu avec le questionnaire que je vous ai envoyé. Et la combinaison de ces trois profils permet de connaître le quoi, le pourquoi, le comment. Vous retrouvez un peu la notion de cercle d'or de Sinek, qu'est-ce qui nous motive, comment on le fait, etc. Et ça va répondre à quelle question? Quel talent naturel on possède? Pourquoi on est motivé à les utiliser? Et comment on préfère les utiliser? À quoi ça sert d'analyser la personnalité? Donc ça c'est juste pour finir cette introduction avant de passer au débriefing. Ça sert à des tas de choses. Moi je vous invite, vous aurez le lien dans la bio, à lire l'article de Jay sur justement qu'est-ce que c'est qu'une analyse de personnalité, à quoi ça sert. Il y a
vient juste de le publier. Moi, je le trouve hyper intéressant et je l'ai traduit aussi en français pour ceux qui préfèrent l'avoir en français. Vous aurez le lien. Ça reprend un certain nombre de choses que je mets. Moi, je vais un tout petit peu plus loin. Je rajoute deux, trois autres choses et ma propre vision de tout ça. Ça sert à comprendre qui on est, ça sert à avoir une meilleure connaissance de soi et par là même, du coup, avoir une meilleure connaissance des autres. Ça sert à mesurer, ça c'est un peu plus subjectif, mais on peut effectivement mesurer l'intelligence émotionnelle, les talents, les soft skills, le comportement et les motivations. Là, vous retrouverez une notion sur laquelle Jay insiste beaucoup, c'est que toutes les analyses de personnalité ne se valent pas. Si vous allez dans Psychologie Magazine, page 47, voir un test qui passe et vous faites l'été sur la plage, ça ne vaut pas une analyse de personnalité comme celle d'Innermetrics, qui a été appuyée par des tonnes et des tonnes d'analyses statistiques, d'expérimentation, de validation des résultats, et qui a été fait sur plus de 30 millions de personnes et qui a été étudié dans les plus grandes entreprises au monde, par les plus grands coachs au monde, etc. Voilà. Ça permet de se former en développement personnel, ça permet de faire du coaching, ça permet de faire du team building, ça permet de prédire, notamment pour le recrutement, pour l'entente entre les personnes. Ça permet même aujourd'hui de prédire des votes. Ça c'est pour une anecdote, mais c'est pas complètement neutre si je parle de ça. Il a été étudié, peut-être pas dire prouvé par Chris Willy, que les idem au Royaume-Uni, un des plus grands dénominateurs communs donc c'est un parti, les libéraux-démocrates au Royaume-Uni, et on avait du mal à identifier un petit peu qu'est-ce qui rassemblait un petit peu ces gens, parce qu'ils étaient de tout horizon, de toute classe sociale, etc. Et il se trouve que un de leurs dénominateurs communs, c'était un trait de personnalité. Il se trouve que là, c'était l'openness du Big Five. Mais voilà, ça peut permettre de prédire un tas de choses. Ça permet de simuler aujourd'hui, il y a des intelligences artificielles qui permettent de créer des clones, de simuler des choses. Je vous invite à aller voir ces sites. Et si vous voulez créer un clone qui parle sur Twitter de tout et n'importe quoi, vous pouvez lui donner une personnalité. Là, par exemple, ils utilisent le MBTI. Ça permet de soigner. Moi, j'ai découvert Innermetrics par un orthodontiste qui s'en servait, entre autres, pour mieux motiver les patients. Motiver les patients en orthodontie, ça fait partie du soin parce que pour la réussite du traitement, la motivation du patient est très importante. C'est des patients qui suivent sur des années entières. C'est utilisé bien évidemment en psychologie. Tous les psychologues sont formés sur les évaluations psychométriques. Alors ça part du QI à des tas d'autres. Certains s'en servent, d'autres s'en servent pas. En tout cas, ça a vocation aussi à aider dans ce sens-là. Ça sert à vendre. C'est quelques exemples. Vous pourrez aller voir Human Linkers ce qu'ils font. Ils arrivent à créer des profils disques uniquement à partir de votre profil LinkedIn pour faire de la prospection commerciale. Ça sert bien évidemment à la publicité. Vous savez qu'on traque vos cookies. En fait, on va traquer beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, bon nombre d'outils permettent de déterminer, à partir de vos likes notamment, qu'est-ce que vous aimez. Et qu'est-ce que vous aimez, c'est un peu votre personnalité, pour mieux capter votre attention, pour justement vous vendre plus de publicité ou autre chose. Et pour finir, et c'est le sujet moi qui m'intéresse tout particulièrement, je pense que ça sert à transformer. Ça sert à transformer des peurs, des croyances, un état d'esprit, de la conscience de soi. Sauf que pour arriver à transformer, ça nécessite des passages à l'action. Ça aujourd'hui, on n'a pas encore forcément tous les outils pour ça. Mais en tout cas, ça fait partie des sujets qui m'intéressent particulièrement, sur lesquels je travaille. Et je pense que ne serait-ce que d'avoir démarré un début de travail de conscientisation, rien que ça permet déjà de commencer un travail de transformation. Voilà pour cette introduction qui était peut-être un petit peu longue, mais je trouve important quand même de parler de d'où vient tout ça et à quoi ça sert, avant de rentrer directement dans le débriefing de votre rapport. Et on va commencer. Donc vous avez vu qu'il y a 3 grandes parties dans votre rapport. Une qui s'appelle le DISC Index, l'autre Values Index, Attribute Index, vous donne 3 graphiques je vais essayer de vous
donner la grille de lecture et les éléments pour arriver à mieux interpréter ce qui est écrit. Donc, un petit préambule sur le disque et sur les analyses, les erreurs qui sont faites sur les analyses de personnalité en général, et ça va même au-delà de tout ça. Et la principale erreur à éviter, c'est la définition de soi. The box you in, dirait Jay. En fait, on a tous tendance à vouloir se mettre dans une case, à mettre les gens dans les cases. La société favorise tout ça, et c'est la principale erreur à faire. J'aime beaucoup ce podcast de Fabrice Midal, dans lequel il parle de ça excessivement bien, et je vous invite vraiment à aller le regarder. Vous verrez que dans le disque, on fait une analyse sur 4 piliers, 4 domaines, 4 couleurs. Et on entend souvent on est rouge, on est jaune, on est vert, etc. Alors que non, on fait du rouge, on fait du jaune, on fait du vert, on fait du bleu dans un domaine d'application. Ça vous paraît peut-être un peu abstrait pour l'instant, mais je vais y revenir par la suite. Et donc ça, c'est très très important de ne pas tomber dans ce piège-là. Et on va donc commencer par l'analyse des 4 composants. Donc DISC, c'est pour DISC, dominance, influence, stabilité, conformité. Donc vous avez eu un score entre 0 et 100 dans chacune de ces 4 couleurs. Et pour arriver à mieux le comprendre, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, il faut déjà comprendre que chacune de ces couleurs est associée à un domaine d'application. L'univers du dé, c'est comment on réagit face aux problèmes et aux défis. Pour arriver à vous conscientiser, à comprendre un petit peu ce qui est dit dans ce rapport, ça peut être utile de savoir un petit peu la personnalité dans ce domaine d'application des personnes qui ont un dé très élevé et de celles qui ont un dé très bas. Donc un dé très élevé va être déterminé, compétitif, meneur, tandis qu'un dé plus bas va être plus discret, prudent, modeste. Si on analyse ça par rapport à la psychologie de Jung, on va parler d'extraversion vis-à-vis des tâches. On va dire que les personnes qui ont un dé élevé vont être très actifs, ils vont avoir tendance à prendre des décisions rapidement, etc. I, influence, donc vous retrouverez le rapport complet par rapport à vous en page 11. Je peux difficilement faire des choses plus précises parce que là je me dois de rester dans un cadre plus général. I, influence. Comment j'interagis et je persuade les autres. Un I élevé va être enthousiaste, chaleureux, persuasif. Il rentre dans une pièce, il met de la bonne humeur. Un I qui est très bas va plutôt être quelqu'un de logique, sceptique, terre à terre. Là, on sera plus dans la manière, c'est plus lié aux relations, aux sentiments, aux gens, et le côté extraverti encore actif, quoi. Le S, la stabilité, comment je réagis face au changement de mon environnement. Un S élevé va être quelqu'un de loyal, prévisible, patient. Un S plus bas, c'est quelqu'un qui va être plus mobile, agité, actif. Dans la façon dont il réagit au changement. La stabilité, c'est vraiment la notion de cohésion aussi, l'esprit d'équipe. Et là, on va parler plutôt d'introversion vis-à-vis des relations. Là, vous avez un graphique qui vous donne justement, vous avez un carré, vous verrez que on va être plutôt tourné vers les tâches ou les relations, plutôt de manière introvertie ou extravertie. J'en ai déjà parlé pour le D et le I. Là, c'est pareil. Donc, si vous le tracez dans le carré, vous le percevrez peut-être mieux comme ça. Donc là, en bas, on a tout ce qui est introverti, donc le S et le C. En haut, on a tout ce qui est extraverti, le D et le I. À droite, on a les relations, les sentiments, les gens. Et à gauche, on a les tâches. Ce qui vous donne un petit peu ce graphique-là, et ça vous permet de l'interpréter avec la théorie de Jung. C'est comment je réagis face aux règles, aux procédures. Donc c'est le bleu.
Un C élevé va être plutôt exigeant, précis, soigneux, méthodique dans ce domaine d'application. Un C qui est plutôt très bas sera plutôt arbitraire, indépendant d'esprit. Et là, on va avoir l'introversion vis-à-vis des tâches. Ces quatre piliers permettent justement de comprendre un petit peu comment on se comporte dans certains domaines d'application. Et on va pouvoir les analyser, et ça c'est une des grandes forces de l'analyse Dynametrics, soit dans le style naturel, soit le style adapté. Donc là vous le retrouvez page 15, page 16, les interprétations. Le style naturel, c'est quoi? C'est vraiment la manière, donc c'est ce qui est en couleur sur le graphique, ça réfère au style comportemental inconscient qu'on adopte sans réfléchir. Et là on pourrait faire un parallèle au système 1 de Kahneman. Et normalement c'est une analyse qui évolue peu avec le temps. Ça veut dire que si vous refaites une évaluation disque dans 2, 3, 4 ans, il est probable que vous ayez des évaluations qui soient très proches, sauf gros traumatisme dans votre vie, mais normalement c'est quelque chose qui évalue peu. Au contraire du style adapté, qui est matérialisé sur le graphique par les colonnes grises, et qui lui se réfère au style comportemental conscient, que l'on adopte en se contrôlant. Voilà. Et là, c'est lié plus à l'environnement actuel. Les 3 à 6 derniers mois que vous avez, ce que vous avez vécu dans les 3 à 6 derniers mois, ont pu impacter grandement le style adapté. Et donc, si vous le refaites, c'est souvent lié notamment à l'environnement de travail, mais ça peut être lié aussi à l'environnement à la maison, etc. L'écart entre les deux styles, à partir du moment où vous avez plus de 20 points d'écart entre le style naturel et le style adapté dans votre graphique, ça va indiquer une dépense supplémentaire d'énergie. Dans de nombreux cas, c'est plutôt une débauche qui est subie à cause de l'environnement. On va parler de stratégie d'échec. Et là, on a un risque d'épuisement si ça dure. Donc ça, c'est intéressant à se poser la question. Et est-ce que vous y voyez un lien avec ce que vous vivez actuellement? Ça peut être intéressant d'étudier ça, et en tout cas c'est des choses qu'on étudie souvent dans le cadre d'études de style pour du management, pour comprendre un petit peu comment améliorer le bien-être dans les entreprises, comment travailler, faire en sorte que les salariés se sentent mieux. Et ça peut être aussi en stratégie de réussite, c'est-à-dire que cette débauche d'énergie, elle peut s'inscrire dans une recherche de performance qui convient à la personne. Voilà. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est subi, c'est peut-être quelque chose qui évolue. Vous retrouverez, et là je ne vais pas rentrer dans le détail, de nombreux conseils, des conseils sur comment être plus efficace, comment être plus motivé, vos points forts, page 19, le cadre de travail qui vous convient le mieux, comment travailler sur de l'amélioration continue, votre modèle d'apprentissage préféré, la communication, page 23. Ça peut être intéressant, voilà, si certains de ces sujets vous intéressent, ou vous avez déjà commencé ou déjà entamé des démarches dans certains de ces sujets, voilà, d'aller creuser un peu plus loin, de lire en détail ce qu'il y a dans ces pages-là, notamment sur la communication. Vous verrez que vous risquez de vous reconnaître dans ce qui est dit, comment la manière dont les gens aiment communiquer avec vous, et la manière dont vous aimez communiquer avec les gens, et la manière dont les gens aiment communiquer avec vous. Souvent les gens se retrouvent assez bien là-dedans, dans ce qui est écrit, ce qui vous permettra de comprendre à quel point cette analyse peut être pertinente dans la compréhension et dans le travail d'équipe qu'on peut faire avec. L'analyse DISC, c'est une analyse principalement des comportements, de comment on fait les choses. Et quand on fait un travail d'équipe, c'est principalement sur le DISC index qu'on va essayer de croiser
On peut faire des team profiles, de placer toutes les personnalités d'une équipe, d'une entreprise, d'un groupe sur un graphique qui va nous montrer un petit peu les préférences comportementales de chacun et qui va mettre en évidence notamment les difficultés de communication qu'on a les uns avec les autres. Et donc travailler sur le disque index, ça permet notamment, certes, de mieux se connaître, mais surtout, à terme, de mieux connaître les autres, de baisser dans son niveau de jugement et d'apprendre à s'enrichir un petit peu des autres et des forces des autres. Voilà. Et dans du travail d'équipe, on a besoin, il n'y a rien qui est mieux que l'autre. Trouver des présences systémiques qui sont très haut en D, très haut en I, très haut en S. Très haut en D, ça donnerait du Trump. Très haut en I, ça donnerait du Clinton. Très haut en S, ça donnerait de Obama. Très haut en C, j'en ai pas en tête, mais il y en a forcément. Il n'y a pas de couleur qui soit mieux que d'autres, etc. Et ce qui fait la force d'une équipe, c'est la complémentarité. Voilà un petit peu dans les grandes lignes pour le disque index. Et maintenant, on va passer au values index. Values index, c'est donc pourquoi on fait les choses. J'aime bien l'introduction qui en est faite page 28 sur la conscience de soi comme un facteur de réussite. Je vous invite à lire ce qui est écrit sur cette page-là. Là, on va analyser l'invisible, on va analyser nos pourquoi. Et trouver son pourquoi, trouver sa vocation, c'est un facteur clé dans une carrière. On revient un petit peu encore une fois ici à Sinek. Là, c'est comme le style naturel du disque. Vos valeurs, vos motivations profondes, elles sont liées à comment vous êtes construit, par toutes les expériences de vie que vous avez eues. Et généralement, ça évolue peu. Encore une fois, si vous refaites l'analyse dans quelques années, il y a peu de chances que vous ayez changé vos motivations profondes. Et donc, l'évaluation sera assez similaire. Donc ici, les motivations sont analysées selon 7 dimensions: esthétique, économique, individualiste, politique, altruiste, réglementaire et théorique. Il ne faut pas trop s'attacher au mot en tant que tel. Et ici, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire et vous donner, encore une fois, une grille de lecture qui vous permettra de mieux interpréter, de mieux comprendre ce qui est écrit pour voir effectivement si ça vous correspond ou pas. C'est pas parce que c'est écrit sans rapport que c'est vrai, que c'est faux, que ça vous correspond, que ça vous correspond pas. La seule personne qui peut dire, qui peut faire les liens, c'est vous. Et peu importe ce qui est écrit dans le rapport, ça n'a du sens et on ne l'interprétera qu'à partir du moment où ça en a pour vous. Voilà. Et on va commencer par donc la dimension esthétique. Donc là, c'est les préférences pour l'équilibre, la beauté, l'harmonie. L'objectif, c'est de découvrir l'expérience. Les personnes qui vont être très très haut en esthétique, c'est des personnes qui apprécient la beauté des choses, la cohérence, la vie, qui sont sensibles au changement de leur environnement. Quelqu'un qui serait très bas en esthétique, c'est quelqu'un qui serait, pour qui le fond serait supérieur à la forme. L'esthétique n'est pas un facteur de décision. Voilà. Encore une fois, je vais assez vite. C'est assez. C'est juste pour vous donner une grille de lecture. En dessous du graphique que vous avez, vous aurez une phrase qui correspondra plus à l'interprétation qui peut en être faite par rapport au niveau, au score que vous avez eu. Si vous êtes à 25, 50, 75, vous aurez marqué sur le tableau en dessous peu élevé, moyen en esthétique, très élevé, etc. Et là, vous aurez une phrase qui correspond, qui vous permettra de voir si ça correspond un petit peu à vous. Économique. Là, on est sur la notion de rétribution. On est motivé par la recherche de rendement, par l'argent, par découvrir l'utilité des choses. C'est l'objectif. Les gens qui sont très hauts en économique, les gens qui recherchent souvent un retour sur investissement, qui apprécient l'entrepreneuriat, qui recherchent de la valeur ajoutée. Les personnes qui seront bas en économique
Pour eux, la rentabilité n'est pas forcément un facteur de décision. Elle peut s'investir même sans retour immédiat. On va avoir une notion assez différente vis-à-vis de voilà, notamment de la rentabilité. On va passer ensuite à individualisme. Donc celle-là, elle est souvent mal comprise, rien à voir avec une notion d'égoïsme ou quoi que ce soit. L'individualisme, ici, ça parle de la singularité. Les gens qui sont très hauts en individualisme, les gens qui ont besoin d'être uniques, qui sont à l'aise devant les projecteurs, qui sont connus, des gens qui sont connus pour presque leur nom. Voilà. On pourrait parler, par exemple, je parle souvent de Gandhi, ça parle de détruire un petit peu qui serait très haut en individualisme, puisque Gandhi, on le connaît plus pour son nom que ce qu'il a fait. Voilà. Donc l'objectif, c'est de s'affirmer. Et quelqu'un qui serait plus bas en individualisme, quelqu'un qui aura un sens élevé du service, qui apprécie qu'on décide pour lui, etc. Encore une fois, tout ça, c'est pour vous permettre de vous situer par rapport à tout ça. Politique, rien à voir avec la politique dans le sens commun. Alors là, j'ai pas mis la préférence, ça va être pour la notion de leadership, de meneur. Quelqu'un qui sera haut en politique, c'est quelqu'un qui apprécie d'être le leader, qui recherche le contrôle de son environnement. Quelqu'un qui va être plutôt bas en politique, c'est quelqu'un qui sera moins compétiteur, qui laissera plus facilement le contrôle. Donc là, on est sur la notion, effectivement, il y a la notion de motivation pour le contrôle, la motivation pour le management, etc. Altruiste, vous retrouvez d'ailleurs en haut de la page la définition si vous avez page 45 par exemple, vous aurez la définition un petit peu de la dimension altruiste, un peu plus complète. Voilà, je vous donne des grandes lignes et c'est le cas pour toutes les dimensions. Donc la préférence, c'est pour aider. Là, ça correspond assez à l'image qu'on se fait de la dimension altruiste. L'objectif, c'est la paix, c'est de donner aux autres. Donc, les gens qui sont hauts en altruiste, c'est donner aux autres, participer à des projets qui ont un impact sur la société. Et les gens qui seront plus bas en altruiste, ce sont des gens qui attendent de l'autonomie des autres, par exemple, qui ne demandent pas d'aide. Voilà. Réglementaire, on va être plus là pour la préférence pour l'ordre de la tradition, l'objectif système de vie. Les gens qui sont hauts en réglementaire, c'est des gens qui ont un fort principe de vie, qui veulent faire adhérer à leur point de vue. Les personnes qui sont bas en réglementaire sont généralement des personnes qui sont plutôt indépendantes, autonomes, ouvertes aux différents principes de vie. Théorique, on arrive sur la dernière dimension. Donc là, c'est la préférence pour la connaissance. L'objectif, c'est de comprendre. Les gens qui sont très hauts en théorique, c'est des gens qui aiment raisonner objectivement, qui trouvent les failles dans les réflexions, qui posent beaucoup de questions, qui ont un amour pour la connaissance, c'est ce qu'on pourrait dire. Les gens qui vont être bas en théorique sont plutôt des gens qui vont raisonner subjectivement, qui peuvent se décider sans connaître les détails et qui préfèrent être dans la modélisation que dans le détail de la compréhension, etc. Donc ici, on a parcouru les grandes lignes des 7 dimensions. Une des choses qu'on aime faire, donc généralement, il y a deux dimensions, deux valeurs, qu'on va pouvoir peut-être dire les valeurs reines. Si vous avez deux valeurs sur lesquelles vous avez des scores bien plus élevés que les autres, il faut savoir qu'à l'inverse du disque, ces différentes dimensions, elles ne sont pas isolées les unes des autres. Les dimensions, elles fusionnent entre elles. Donc si vous avez deux valeurs, deux dimensions qui sont très élevées, on peut chercher une interprétation de la fusion de ces deux valeurs. Et c'est ce que on essaye de faire. Et la fusion de ces deux valeurs peut donner une interprétation au niveau de votre vocation. On a beaucoup de gens qui sont souvent
perdus voilà, en milieu de carrière ou autre, qui se demandent si les choix qu'ils ont fait, le choix de métier qu'ils ont fait, les choix de vie qu'ils ont fait, correspondent à leur vocation, à ce qui les motive, à ce qui les anime vraiment. Et si vous avez ce genre d'interrogation, ou ça peut être très intéressant aussi en début de carrière ou dans tas d'autres situations, étudier la fusion des deux valeurs les plus élevées peut être très intéressant. Je vais vous donner quelques exemples. Si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, je ne peux pas toutes vous les donner. Et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour avoir la vôtre. Mais par exemple, je vais déjà vous donner la mienne par exemple, économique et théorique. Ça donne une vocation de consultant. C'est-à-dire que ça va être des métiers, il y a des tas de métiers qui réfèrent à cette vocation-là, mais entre autres les métiers de consultant dans des grands cabinets de consultants, etc. Puisqu'on va pouvoir nourrir à la fois les motivations théoriques, la recherche de théorie, et aussi le côté rendement pratique, économique de cette connaissance en fait. On va vouloir rentabiliser la connaissance presque, si je peux me permettre un petit peu cette interprétation. En tout cas, ça peut en être une, et ça peut être intéressant de l'étudier. Prenez quelqu'un qui serait très haut en économique, très haut en politique, ça donne la vocation de PDG. Et là, ça se comprend aussi. C'est-à-dire que quand on est motivé à la fois pour la recherche de rendement, et que cette recherche de rendement, on est aussi très motivé par l'ordre, le contrôle, le leadership, voilà, on va vouloir mener des groupes, des équipes, une entreprise dans l'objectif d'obtenir du rendement. C'est la définition d'une entreprise et c'est la définition des grands PDG, c'est leur rôle, c'est leur vocation. Voilà. Avant toutes les autres, c'est celle-là. Et donc les gens qui ont cette vocation naturelle, ils vont beaucoup plus potentiellement s'épanouir, se retrouver et trouver les motivations dans leur mission. Voilà. Et du coup, ça peut être intéressant d'étudier ces liens et de comprendre tout ça. On étudie aussi, par exemple, ces valeurs, ces vocations sont très intéressantes pour comprendre les valeurs d'une entreprise, voilà, les valeurs des dirigeants d'une entreprise. Moi, je suis un ancien dirigeant d'entreprise, j'ai fait des fusions d'entreprise, et ça m'aurait été d'une grande aide qu'on analyse mes propres dimensions, mes propres motivations et celles de mes associés. Parce qu'on en avait en commune, certaines en commune, l'économique par exemple, et on en avait d'autres, elles étaient totalement à l'opposé. Moi j'avais un associé qui était très très bon en théorique, et moi je suis très bon en théorique, et ça a donné lieu à des conflits très intenses, et encore plus grands que les conflits qu'on peut avoir sur des conflits relationnels de comportement. Sur un disque, on peut arriver à expliquer des conflits parce qu'on trouve que la personne elle est trop effacée, ou au contraire que c'est un peu un tyran qui fait un peu sa loi, ou des gens qui sont un peu trop extravertis et qui vont être un peu trop à la pause café, en train de déblatérer sur des tas de choses, etc. Ou à l'inverse, des gens qui sont un peu trop coincés et trop pointilleux et tatillons. Voilà. Tous ces jugements que je viens de donner, en fait, c'est ce contre quoi on lutte. C'est des choses qu'on arrive très bien à expliquer avec les profils comportementaux. À l'inverse des conflits qu'on peut avoir sur les motivations, c'est complètement visible. C'est-à-dire que pour arriver à comprendre, il faut vraiment connaître les gens en profondeur. Et pour autant, les conflits sont beaucoup plus intenses. C'est-à-dire que quand vous avez notamment des hauts niveaux de prise de décision, etc., des conflits inconscients sur ce qui vous motive, c'est ça qui donne lieu à des séparations d'associés, voilà. Dans le couple, on pourrait parler de divorce, etc. Et souvent de manière complètement incomprise, ou beaucoup trop tard. Et d'avoir dans des groupes des gens qui ont les mêmes valeurs parce qu'ils s'associent, c'est intéressant. Et c'est encore plus intéressant justement d'avoir des gens qui s'associent avec des
des valeurs opposées, mais en ayant conscience. En ayant conscience que, encore une fois, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises valeurs. Elles sont toutes utiles à la réussite de tous les projets et c'est la complémentarité qui fait la force des équipes. Encore faut-il en avoir conscience et d'aller chercher cette complémentarité, car on a plutôt tendance à vouloir se rassurer et à chercher à s'entourer des gens qui pensent et qui réfléchissent comme nous. Voilà un petit peu pour les values. On va passer à l'attribute index. Donc l'attribute index, c'est le bilan dimensionnel. C'est vous avez les graphiques avec les 3 barres bleues, l'histogramme avec les 3 barres bleues et les 3 barres rouges. C'est donc le rapport axiologique, comment on réfléchit. Alors, personnellement, moi, c'est quelque chose qui me fascine. C'est la grande particularité d'Inermetrix. C'est ce que Jay a créé au tout départ pour créer Inermetrix. Et ça, vous l'aurez probablement nulle part ailleurs, en tout cas pas à ce niveau-là encore une fois, d'expertise et de validité des résultats. Parce que là, on va aller mesurer des choses comme l'estime de soi, comme l'empathie, comme la conscience de son rôle. Et arriver à avoir une validité de ces mesures, c'est pas évident. C'est pas évident pour des tas de raisons. Et pourtant, avec l'expérience, et vous le verrez, et c'est pour ça que je vais vous donner un petit peu la grille de lecture qui vous permettra de mieux comprendre cet histogramme et cette partie-là du rapport qui est clairement la plus complexe à interpréter, parce que ce n'est pas des choses sur lesquelles on est habitué. Ça peut être très intéressant. Et en tout cas, je fais pas mal de travaux pour essayer de creuser ce sujet-là et de voir jusqu'où justement on peut arriver en compréhension de la manière dont les gens réfléchissent. Alors, d'où ça vient? Ça vient de 50 années de recherche sur l'axiologie que le Dr Hartman a commencé, qui aujourd'hui sont reprises par David Mayford. C'est quoi l'axiologie? L'axiologie, c'est un petit peu la manière dont on pense. D'où ça vient déjà? Il y a une notion pour comprendre un petit peu l'axiologie, il y a une notion d'élagage synaptique à comprendre. Donc c'est quoi l'élagage synaptique? Je vous invite à aller le rechercher. D'ailleurs, tout ce que je vous dis dans cette vidéo éducative, ne le prenez pas pour argent comptant. Moi, je vous invite juste à aller faire vos propres recherches et valider tout ce que je vous dis. Dans les 15 premières années de notre vie, il se passe ce qu'on appelle un élagage synaptique. On va perdre la moitié, non pas de nos neurones, mais des connexions synaptiques qu'il y a entre neurones. Il y a plus de 15 000 connexions synaptiques possibles entre nos neurones. Il va se passer un élagage qui a une vocation, celle d'être plus performant pour, entre guillemets, devenir un petit peu qui on est, en tout cas modéliser. Vous avez peut-être entendu parler de schémas neuronaux, vous avez peut-être entendu parler un petit peu de comment fonctionnent les réseaux de neurones dans les intelligences artificielles, etc. Et tout ça, c'est un peu lié. Donc, comment notre cerveau se construit, se spécialise? Ce que je viens de vous dire, donc, on a une perte de 50% de connexions synaptiques autour de l'adolescence. Ça commence avant, enfin voilà, c'est pas juste un moment précis de notre vie, mais voilà, qui va se terminer en tout cas à l'adolescence, à partir, quand on devient adulte. Pourquoi aussi notre personnalité se stabilise un petit peu et pourquoi elle évolue énormément jusqu'à cet âge-là? C'est parce que jusqu'à cet âge-là, on construit notre cerveau en fait, on construit nos schémas neuronaux et à un moment donné, ça va avoir tendance à se stabiliser. Ça évolue tout au long de la vie, c'est pas figé, contrairement à ce qu'on a pu penser à une époque. Cela dit, même si ça peut évoluer, ça évolue tout au long de la vie. On va dire que le gros du chantier a été fait et il y a des manières que vous avez de réfléchir qui vont
qui vont probablement perdurer pendant toute votre vie, parce que on va dire le schéma dans ces grandes lignes a été tracé et c'est difficile à modifier. C'est une des raisons pour lesquelles on réfléchit tous de manière différente. Il y a des milliards de manières de se construire. On a tous des histoires, des vies différentes. C'est une raison aussi pour laquelle à un moment donné on considère que c'est un peu figé, voilà, parce que ça évolue beaucoup moins vite à partir d'un certain âge. Voilà, ça c'est une interprétation purement personnelle, ça vaut ce que ça vaut, mais effectivement les émotions elles sont universelles. Ça a été prouvé, dans des contrées perdues, dans des populations amérindiennes, etc., qui n'ont pas eu accès au langage, etc., comme nous, vous allez retrouver les mêmes traits d'émotion. Les gens vont sourire, vont évoquer les émotions primaires, la peur, le dégoût, etc., avec les mêmes expressions faciales que le reste. Même si on n'arrive pas encore vraiment à expliquer tout ça, c'est pas la même chose pour la raison. Moi, j'ai pas rencontré deux personnes dans ma vie qui réfléchissent exactement ou qui de la même manière. Et on peut rencontrer des gens qui réfléchissent un petit peu comme nous, exactement comme nous, non, ça n'existe pas. Et c'est ça qui du coup est aussi intéressant à creuser et à étudier. Ça donne aussi lieu à un grand nombre de malentendus, parce qu'on a un biais qui est humain et naturel de penser que les gens pensent comme nous, voilà. Même si on se rend bien compte à terme que c'est pas le cas. Et l'axiologie, c'est un peu ça, c'est de déceler la manière de réfléchir, déceler les modèles de prise de décision. Voilà. Et donc comment Jay s'est attaqué un petit peu, comment Hartman a travaillé sur tout ça, etc., à cette prouesse. Et bien à travers des questionnaires que vous avez remplis et de la déclaration de préférence que vous avez fait, et ben il y a un algorithme qui a été fait, qui a été validé pour mesurer 78 appétences mentales. Voilà. Ces 78 appétences mentales, vous allez retrouver sur la dernière page du rapport, avec un chiffre entre 0 et 10. Et quand on dit mesurer, c'est pas obtenir un bon score. Il n'y a pas de... là aussi, et on va le voir par la suite, il n'y a pas de bon ou de mauvais score, etc., même si ça peut être un peu nuancé quand même sur l'aspect, sur le domaine externe. C'est avant tout un ordre de priorité. C'est pour, au-delà du score absolu que vous avez eu, ce qui est intéressant, c'est de voir le filtre, dans quel ordre c'est rangé, parce qu'en fait l'ordre dans lequel ça apparaît va refléter, un peu comme un filtre que vous passeriez quand vous prenez une décision, et les appétences mentales sur lesquelles vous avez les plus hauts scores sont a priori les préférences avec lesquelles vous allez réfléchir en premier. Et au plus on vous donnera de temps, au plus vous prendrez en considération un large panel de choses, et moins on vous laissera le temps, et au plus vous vous concentrerez sur votre nectar mental, qui sont les 5-6 premières appétences mentales qui apparaissent pour vous. Et donc là, ensuite, pour arriver à avoir quelque chose, le graphique que vous avez sur le bilan dimensionnel, on va regrouper ces 78 appétences mentales en 6 dimensions, ce qui va donner le bilan axiologique sur lequel on va pouvoir, avec d'autres interprétations qui vont être très intéressantes à étudier. Donc voilà un petit peu l'introduction sur l'axiologie. On analyse la perspective de soi et du monde selon 3 dimensions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez la partie bleue du graphique, la partie rouge. La partie bleue, c'est la perspective du monde, comment on perçoit les choses, l'externe. La partie rouge du graphique,
c'est comment on se perçoit soi-même, donc la partie interne. Et cette perspective de soi, ou cette perspective du monde, on va l'analyser selon 3 dimensions. La dimension intrinsèque, extrinsèque et systémique. Voilà. Tout est écrit dans le rapport, mais c'est un peu complexe, donc on va y aller doucement et puis on va parcourir un petit peu toutes ces dimensions. Qu'est-ce que c'est que la dimension intrinsèque? La dimension intrinsèque, on a des choses, c'est plus lié à tout ce qui est aux émotions, à la personne, à la conscience humaine. C'est de voir les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils font, pas pour ce à quoi ils servent, pas pour leur vision d'ensemble. C'est vraiment l'essence même, on va dire, des choses. La dimension extrinsèque, donc là ça va être plus, c'est trop lié aux tâches, aux comparaisons, concret, aux pratiques. La dimension extrinsèque, c'est plus voilà, à quoi servent les choses. Et ensuite, on a la dimension systémique. Donc là, ça va être les mots-clés, ça va être plutôt les systèmes, l'analyse, le raisonnement, les concepts. Là, c'est plus se voir quelque chose comme partie d'un tout. Voilà. C'est la pièce du puzzle qui sert à créer le puzzle en entier. C'est de voir les systèmes, les concepts. Et c'est valable aussi bien, ces 3 dimensions, pour le monde que pour soi-même. Et ah non, mais c'est après ici que le. Ah oui, non, j'en suis juste sur le préambule, je ne comprenais pas. C'est ici qu'on va étudier les 6 dimensions dans le détail par la suite. Et genre en détail, j'ai peut-être un peu trop sur l'interprétation. L'appréciation des dimensions. Vous avez du coup, donc là on a vu qu'il y avait 3 dimensions, ça en donne 6 sur les bleus et rouges. Et vous aurez en bas du graphique qui dessine plus et moins à côté des nombres. Sur le graphique page 77, donc le bilan dimensionnel. Ça indique le degré d'appréciation au moment du remplissage du questionnaire. Et on va en parler, je vais vous donner des exemples pour illustrer tout ça. Et là aussi c'est très intéressant de savoir ce que ça veut dire par exemple d'avoir une forte estime de soi, ou plutôt avec une bonne appréciation, une mauvaise appréciation de son estime de soi. Et c'est valable pour les 6 dimensions, donc ça on viendra l'expliquer. Et autre chose que j'ai pas mis, il y a 2 petits chiffres en haut à droite. Si vous êtes au-dessus de 0,7 ou 0,8, ça veut dire que grosso modo, il y a une bonne cohérence de vos résultats. Si c'est inférieur, ça peut vouloir dire, pas forcément, que pour X ou Y raison, soit il y a eu un problème technique quand vous avez rempli le questionnaire, voilà, que les résultats ne sont pas fiables. Voilà. Donc à prendre en compte aussi. Et pour finir sur ce préambule, avant de rentrer dans le détail, l'ancrage. La partie bleue, la partie sur le externe, donc sur comment on perçoit le monde, elle est généralement plutôt stable. Elle évolue peu dans le temps. Voilà. Si vous repassez l'évaluation dans quelques années, il est probable que c'est peu changé. À l'inverse de la partie sur le monde interne, donc la manière dont on se perçoit soi-même, ça peut être très changeant, ça peut être lié à l'état d'esprit que vous aviez au moment où vous avez rempli le questionnaire. Voilà. Vous remplissez le questionnaire après une dispute ou parce que vous êtes très irrité, très agacé. Voilà, vous avez des émotions fortes au moment où vous avez rempli le questionnaire. Vous allez potentiellement y répondre de manière très différente que si vous étiez dans un moment plus calme ou plus stable. Voilà. Mais ce n'est pas forcément le cas. Moi, personnellement, j'ai rempli le questionnaire à nombreuses reprises au fil des années et cette partie-là a toujours été à peu près, voilà, en tout cas, évolué de manière cohérente par rapport à tout un tas de choses. Donc ça peut aussi être lié à une vision plus profonde de soi, etc. Mais pas nécessairement. Voilà pour l'introduction sur l'attribut index. Et donc là, on va passer réellement aux 6 dimensions. Voilà, aux 6 dimensions, donc l'externe et l'interne. Donc il y a l'empathie, la pensée pragmatique, l'analyse de la vision systémique, l'estime de soi, la conscience du rôle et l'autonomie. Et là, je vais vous donner un petit peu des axes, une grille de lecture pour essayer de mieux comprendre et interpréter les résultats qui sont dans le graphique. Quand on parle d'empathie,
c'est pas forcément, encore une fois, la définition que vous avez trouvée dans le dictionnaire. L'empathie, la dimension empathique pour une métrique, c'est la capacité à percevoir et comprendre les sentiments et les attitudes des autres. On voit les autres ou les choses comme ayant une valeur unique, indépendamment de leur utilité. Quelqu'un qui serait très en empathie va se dire cette personne est précieuse simplement parce qu'elle est elle-même. Tout le monde va se le dire peut-être, mais en tout cas, quelqu'un qui sera très en empathie va se dire ça avant de se dire autre chose. Vision qui valorise la dignité des autres et leur humanité indépendamment de ce qu'ils font ou de leur fonction. Appréciation, c'est justement quand je vous disais les scores plus et moins, et ben on va essayer, alors là c'est complètement, c'est une tentative que je fais dans cette vidéo, j'ai essayé d'utiliser les intelligences artificielles pour me donner des noms de personnalités qui pourraient correspondre à ça. Ça ne veut pas dire que ces personnalités l'ont rempli le questionnaire, peut-être que si elles le faisaient, on serait complètement à côté de la plaque. En tout cas, dans la vision collective qu'on peut avoir de ces gens, on va rejoindre un petit peu l'archétype de la personne qui pourrait avoir une empathie très haute avec une vision, une appréciation positive ou négative. Voilà. Donc ici, ça donnerait ces personnes-là. Mère Teresa, pour une empathie très haute, avec une vision, une appréciation positive de ça. Et Gandhi, pour quelqu'un, donc les deux auraient une empathie très haute, mais ils la percevraient eux-mêmes de manière différente. Et quelqu'un qui aurait une empathie très basse, voilà, avec une vision positive ou négative, ça pourrait donner une Margaret Thatcher ou un Joseph Staline. Et donc là, je ne vais pas rentrer dans... je vous laisserai lire un petit peu les interprétations, encore une fois. C'est pas validé là pour la peine par les experts dynamétriques, c'est juste une tentative d'explication, mais que je trouvais intéressante, pour avoir une vision. Je l'ai fait pour deux raisons. Pour à la fois avoir une explication de la notion d'appréciation positive ou négative, et aussi pour vous montrer que ça ne veut rien dire d'avoir des scores hauts ou bas. On peut très bien avoir des grandes personnalités qui ont fait de grandes choses, etc., qui avaient des scores bas. Donc aussi pour contrer le biais naturel qu'on aura tous en voyant un mauvais score sur une dimension, en se disant bah, on n'est pas bon, c'est pas bien, on devrait être mieux, ce serait mieux que. Non, pas forcément. Là, on parle de qui vous êtes, et vous êtes talentueux tel que vous êtes. Donc il n'y a pas forcément besoin de le changer. Par contre, ça peut aussi être quelque chose qui met juste en valeur, quelque chose que vous aimeriez travailler sur vous-même et que vous aimeriez améliorer. Et dans ce cas-là, bah voilà, il y a des méthodes, il y a des possibilités de coaching, etc., qui peuvent permettre d'améliorer un certain nombre de choses. Mais ce n'est pas ni nécessaire, ni ça indique forcément quelque chose de mieux ou de moins bon, etc. Même si dans l'absolu, on va parler que sur le monde externe, voilà, c'est en tout cas dans l'entreprise, on va plutôt quand même viser d'avoir des scores élevés en empathie, en pensée pragmatique et en analyse systémique pour, on va dire, avoir un modèle de décision qui soit plus équilibré. Mais pour autant, dans plein d'autres situations, ce n'est pas forcément ce qu'on va rechercher. Maintenant, pour parler de la pensée pragmatique. Donc là, on parle de la capacité à prendre des décisions pratiques, de bon sens, à comprendre ce qui se passe autour de nous. Quelqu'un qui serait très élevé aurait cette réflexion directe sur le rôle d'une personne. Il se dirait cette personne est utile dans l'équipe parce qu'elle est très organisée. Voilà, quelque chose que pourrait se dire quelqu'un qui a une pensée pragmatique très élevée. En tout cas, elle se dirait ça avant de se dire, par exemple, cette personne est importante pour moi pour qui elle est. Vision qui valorise l'efficacité des autres ou la fonctionnalité des choses extérieures. Et là, en termes d'appréciation, voilà ce que m'a donné un petit peu l'intelligence artificielle. Je ne les connaissais pas forcément tous, notamment lui, mais ça peut être intéressant en tout cas si vous vous posez des questions, de vous servir de ces exemples pour essayer d'aller creuser.
sur tout ça. Je me laisserai mettre pause et rechercher si vous voulez aller plus loin. Analyse et vision systémique. L'aptitude à analyser et voir les systèmes dans leur globalité, à reconnaître et à appliquer les processus. On applique les règles et la logique aux situations extérieures ou aux autres personnes. Quelqu'un qui a une grande vision systémique pourrait se dire « je pense que le monde devrait être organisé selon certaines règles ». Et il se dirait ça avant toute autre chose. C'est une manière de vouloir structurer et organiser ce qui se passe autour de soi. Et en termes d'appréciation, voilà ce que ça pourrait donner si vous avez un plus ou un moins sur, en tout cas, des archétypes qui, pour ces raisons-là, pourraient être des gens qui ont des scores très élevés ou très bas. Voilà sur la vision externe. Et donc là, maintenant, on va passer sur, donc ça c'était la partie bleue sur le graphique, là la partie rouge, et l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la capacité à apprécier sa valeur personnelle. On se voit soi-même comme une personne unique et précieuse, indépendamment des compétences ou de l'efficacité. J'ai de la valeur simplement pour qui je suis, pas seulement pour ce que je fais. C'est une manière de se connecter à son propre bien-être, à sa dignité, à son unicité. Qu'est-ce que ça donnerait? Voilà. Des personnalités qui ont une très haute estime d'elles-mêmes et avec une vision plutôt positive ou négative. Moi, là encore, on peut débattre de la pertinence de tout ça. Cependant, voilà, l'estime de soi, moi, souvent je donne l'exemple, une très haute estime d'elle-même. Prenez par exemple Trump et Obama. Ils ont probablement tous les deux des très hautes estimes d'eux-mêmes. Pour autant, ils se perçoivent pas eux-mêmes de la même manière. Et on aura peut-être quelqu'un comme Trump qui aura plutôt ce côté égo surdimensionné, cette volonté à afficher cette force et en tout cas le mettre en avant et pas hésiter à le montrer. Et quelqu'un qui a une estime de soi avec un peu plus peut-être d'humilité, on pourrait dire. Voilà. Mais potentiellement, ce serait tout l'inverse si on faisait les vraies évaluations, mais en tout cas, ça va dans cette direction-là. Conscience du rôle. Capacité à prendre conscience de son rôle, comprendre que ce qu'on attend de nous, ce qu'on fait à un instant T. Donc c'est la conscience du rôle ou des rôles, ça peut être le rôle de fils, de père, de conjoint, de conjointe, d'employé, de manager, de directeur. Voilà. On a plein de rôles dans la vie et c'est la conscience qu'on a de chacun de nos rôles. On se concentre sur ses propres compétences, sa propre utilité. C'est une question, c'est qu'est-ce que je peux faire, comment je peux être utile ou productif. C'est une façon de se juger par rapport à son efficacité ou son rôle dans un groupe. Donc voilà un petit peu ce à quoi ça fait écho. Et voilà un petit peu les personnalités que j'ai pu trouver en essayant de creuser, en essayant d'utiliser les interprétations auxquelles j'ai accès sur qu'est-ce qu'on entend par la conscience du rôle, etc. Et en donnant ça à des intelligences artificielles, en leur demandant de me donner des noms pour chacune et les raisons pour lesquelles ils pourraient être très hauts en conscience du rôle, avec des appréciations positives ou négatives. Et pour finir, l'autonomie. Donc là, c'est la capacité à diriger ses pas seul, voir le cheminement à faire pour s'améliorer. Quelqu'un qui va être très bas en autonomie va avoir du mal à se projeter dans le futur, etc. Quelqu'un qui est plus haut en autonomie va avoir une vision plus claire de là où il veut aller. On applique les règles et la logique à soi-même. Je dois bien organiser mes pensées, suivre mes propres règles ou être discipliné pour atteindre mes objectifs. Cette vision est souvent associée à une façon très structurée de se comporter envers soi-même. Et voilà les personnalités. Ah oui, Barack Obama il l'a mis ici. Que ça pourrait donner dans l'esprit pour illustrer et vous donner
une vision de quelqu'un de très haut, quelqu'un de très bas, avec une vision, avec une appréciation positive ou négative de cette dimension. La vision interne qu'on a de soi-même, elle est utilisée, par exemple, en entreprise pour détecter des burn-out. Elle peut être utilisée pour percevoir un certain nombre de choses. Et il y a quelque chose que qui est assez important que j'ai oublié de parler là-dedans, c'est on considère au-dessus d'un score supérieur à 6 que c'est quelque chose qu'on prend en considération dans notre modèle de prise de décision. Si on a un score inférieur à 6, aussi bien dans une appétence mentale que dans une dimension, ça pourrait être le signe, et plus c'est bas, que c'est quelque chose qu'on ne prend pas, ce qu'on appelle un blind spot, qu'on ne prend pas en considération quand on prend des décisions. Et donc si on a un modèle de prise de décision interne dans lequel on prend peu ou pas ces dimensions dans nos prises de décision, ça peut, on peut s'interroger, même si, encore une fois, et vous l'avez vu, c'est pas nécessairement un signe de... ça peut être une force, ça peut être un talent d'avoir ce combat. Ça peut aussi indiquer des forts questionnements sur soi. Voilà. En tout cas, conscientiser tout ça, ça permet de se poser des questions. Autre chose très très importante, dont je n'ai pas parlé là, parce que c'est naturel, moi c'est la première chose que j'ai voulu faire quand j'ai vu tout ça, c'était de se dire il faut que je travaille là où j'ai des scores bas. Alors que c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si jamais vous passez l'envie d'utiliser ce rapport, parce que c'est pas le but, c'est pas forcément à ça que ça sert, mais pour faire du développement personnel, pour travailler des choses, etc., il serait beaucoup, beaucoup plus utile de vous focaliser sur vos forces que sur vos faiblesses. Et donc, d'essayer de renforcer partout où vous avez des scores hauts, et d'utiliser tout ça, et de le mettre en pratique, et de le mettre en action. Et bien en fait, c'est comme ça qu'on arrive à travailler sur soi et à tout faire monter. A l'inverse, si vous partez du principe qu'il faut remonter là où vous avez des scores bas et vous cherchez à avoir la moyenne de partout, et c'est un biais que vous allez avoir parce que vous êtes né dans une société qui vous pousse à toujours chercher à avoir la moyenne de partout, à travailler ses faiblesses, alors qu'aujourd'hui on sait, en tout cas c'est ce qu'on pense chez Inormetrix et dans les plus grands experts comportementaux, non, c'est une mauvaise chose. Enfin, et nous, quand on le mesure, en tout cas, on s'aperçoit qu'en travaillant tout ça, ben en fait, vous allez très peu augmenter vos points faibles, et par contre, vous allez diminuer vos points forts. Et c'est un peu la problématique. Je vous invite, alors je mettrai le lien dans la description, j'en ai pas parlé là, mais c'est une histoire qui date des années 50 sur l'école des animaux et qui montre un petit peu comment, en cherchant à être moyenne partout, on est bon nulle part en fait. Et que on se comporte de manière assez absurde dans l'éducation notamment pour essayer de niveler en fait les choses. Je vais m'arrêter là sur les interprétations parce que je risque de tomber dans du jugement ou autre et c'est pas du tout le but. Comment on pourrait conclure cette vidéo et ce rapport? De la manière qu'on conclut un débriefing, juste en vous posant quelques questions. Qu'est-ce que ce rapport a confirmé pour vous? Voilà, peut-être des choses que vous pensiez, etc. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même? Est-ce que ça a mis en lumière des nouvelles choses? Et qu'est-ce que vous comptez en faire? Voilà. C'est des questions très ouvertes. Si j'ai fait cette vidéo, encore une fois, c'est pour parler du sujet. Moi, c'est des sujets que ça fait presque un an que je travaille sur tout ça. Et je compte bien continuer mes recherches dans ce domaine. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, contactez-moi sur LinkedIn. Si vous voulez en parler autour de vous, vous
Encore une fois, je le disais en introduction, pour l'instant, j'ai fait cette vidéo et je mets à disposition ce rapport et ces analyses pour la communauté universitaire. Il faut savoir que c'est quand même des choses qui coûtent très cher si on veut les avoir au sein d'une entreprise ou autre. Et que ce n'est pas accessible au grand public, il faut passer par des consultants Inermetrix pour avoir accès à tout ça. Donc voilà, faites-le, je ne le ferai pas indéfiniment. Là, c'est dans le cadre à la fois faire connaître tout ça dans les réseaux universitaires dans lesquels je suis et aussi pour mes travaux. Donc bon, voilà, faites-le avec vos proches si vous avez envie, mais évitez en tout cas, n'en parlez pas de manière, ne mettez-le pas sur les réseaux ou quoi que ce soit. Et avec grand plaisir pour continuer à en discuter ensemble si vous voulez pousser le bouchon plus loin. Je compte en tout cas faire d'autres conférences, d'autres cours, etc. Sur le sujet. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.